Voilà, donc on, on arrive un peu à la fin de la journée. Et d'ailleurs, il faut qu'on libère le diapason pour 17 heures. Donc on n'a plus grand temps. Mais on pensait que ça pouvait être intéressant éventuellement pour vous, le public, et puis aussi pour nous, de dire un petit peu ce qu'on avait eu comme expérience en tant que membre du comité scientifique pour préparer cette journée, et puis aussi ce qu'on ressent de la journée aujourd'hui, et des motivations que pouvaient avoir les uns et les autres pour participer. Parce qu'une des particularités de, de cette réunion, c'est que, comme on l'a dit, il y a un comité scientifique formé de doctorants et qui a beaucoup travaillé à l'organisation de la journée. En particulier, comme vous avez vu, chaque doctorant avait un peu son intervenant qu'il avait coaché et qui après qui l'a présenté et qui a aussi donc suivi après la partie discussion. Voilà. Donc je vais passer le micro à Abdelaziz. Alors bonsoir. Donc c'est Abdelaziz Dambélé, je suis doctorant en sociologie à l'université Rennes 2. Et bon, je vais parler rapidement de ma motivation pour intégrer le comité scientifique. La première motivation, elle est toute simple, hein, c'est que c'est personnel. C'est personnel parce que ma mère, elle a eu le cancer du sein. Et moi, je suis issu d'un pays d'Afrique, donc de la Côte d'Ivoire. Et elle a eu à venir en France pour avoir ses soins. Bon, aujourd'hui, ça va, elle est en rémission, donc elle est presque complètement guérie. Donc, c'est l'une des premières motivations, le fait, surtout, en fait, moi, dans mon regard sociologique, j'articule beaucoup la question des égalités, que ce soit les égalités avec les femmes ou les égalités entre les différents territoires nord et sud. Donc, c'est l'une des motivations. La seconde motivation, c'est que lorsque j'ai eu connaissance de l'appel à candidature, je revenais de Dakar, du Sénégal, où j'étais parti pendant 2 mois pour faire une enquête sur les femmes entrepreneurs. Donc, dans cette recherche, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas beaucoup des femmes, surtout en Afrique, dans ce domaine-là. Et je suis tombé sur une vingtaine de femmes qui étaient entrepreneurs. Sauf que dans la littérature, quand je lisais la littérature, l'image qu'on avait de la femme entrepreneur africaine, c'était l'entrepreneuriat de survie et de la débrouille. C'était des femmes qui vendent devant la porte, qui vendent des bananes, qui vendent des oranges pour aider les maris dans les difficultés. Ou on avait aussi quelques images un peu qu'on avait, on avait tendance à mythifier les Nana Bands. Donc pour ceux qui connaissent l'Afrique, c'est les Nana Bands, c'est des grandes commerçantes du Togo qui ont fait fortune avec le commerce des pagnes, les pagnes hollandais. Donc c'est ces deux figures-là en fait qui dominent la littérature. Donc comme une pyramide, vous avez les Nana Bands qui sont pas nombreuses au-dessus de la pyramide, et tout en bas, en fait, de l'entrepreneuriat féminin, de survie et puis de la débrouille. Et donc, moi, j'étais beaucoup plus à la recherche, en fait, de figures intermédiaires entre ces deux-là. Et à ma grande surprise, je suis tombé sur une vingtaine de femmes qui avaient toutes étudié en France, aux États-Unis, au Canada, et qui étaient rentrées au Sénégal, qui avaient créé leur entreprise dans différents domaines, surtout de la tech, et qui aujourd'hui ont des entreprises prospères et qui emploient beaucoup de monde. Donc voilà, c'est aussi, ça fait partie de ma trajectoire personnelle. Donc c'est ces femmes-là aussi, surtout, c'est cette trajectoire-là en fait qui m'a ouvert les yeux sur aussi les biais qui peuvent exister dans la recherche scientifique. Et donc moi je prends aussi ce travail-là, même si au départ c'était pas l'objectif, mais ce travail-là comme une contribution quand même pour faire émerger certaines figures féminines, puis contribuer éventuellement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc voilà. Merci. Oui, donc bonsoir. Donc moi je suis Noémie, je suis postdoctorante en épidémiologie à l'IRSET, l'Institut de recherche en santé, environnement, travail. Donc moi j'étais particulièrement intéressée par la thématique d'aujourd'hui, d'abord parce que ça fait partie intégrante de mon travail de recherche, puisque je travaille sur les inégalités sociales de santé, donc c'est-à-dire les disparités de santé qu'on observe entre les différents groupes socio-économiques, mais aussi entre les différentes personnes d'origine géographique, ou encore entre les hommes et les femmes. Et donc, je suis assez contente qu'aujourd'hui, on ait pu évoquer
qu'on ait pu avoir des exemples d'inégalités de genre en santé, que ce soit pour les maladies cardiovasculaires avec donc l'association Agir pour le cœur des femmes, parce que je pense que voilà, l'infarctus du myocarde, c'est quand même un exemple important. C'est une maladie qui a été considérée comme masculine pendant très longtemps. Et puis, bien sûr aussi avec l'exemple de l'endométriose, on a vu comment ça avait été invisibilisé pendant des décennies. Et puis, bien sûr aussi, puisque le domaine des sciences n'est pas épargné par les inégalités femmes-hommes, on en a un peu parlé ce matin, mais je pense que le monde académique est quand même particulièrement concerné par les problèmes de violences sexuelles et sexistes, de harcèlement et puis d'inégalité salariale. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on évoque le plus possible. Et voilà. Et ce matin aussi, on évoquait peut-être de discuter de quelques exemples d'actions qu'on pourrait faire. Et je voulais juste évoquer que moi, pendant ma thèse, j'ai bénéficié d'un mentorat par l'association Femmes et Sciences. Et je pense que c'est typiquement des actions concrètes qu'on peut essayer de mettre en place pour essayer d'améliorer les choses dans le monde des sciences. Donc le mentorat, ça permet notamment aux femmes de développer leur réseau, et on sait à quel point le réseau, c'est important dans le domaine de la recherche, et puis de discuter de plein de thématiques, notamment des thématiques autour des violences sexistes ou du harcèlement. Donc voilà. Donc j'espère que la journée d'aujourd'hui vous a plu, et voilà, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas. J'ai la pression parce qu'ils ont super bien parlé. Moi, j'ai rejoint le comité scientifique. Ah oui, pardon. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin ou qui n'ont pas bien retenu, moi, c'est Kétia Guichard. Je suis doctorante en statistique et en économie à l'Institut de recherche en mathématiques. Et mes travaux portent sur des études de mobilité. Enfin, c'est mon domaine d'application. Donc, moi, j'ai rejoint le comité scientifique plutôt par intérêt personnel et par engagement personnel. Avant d'être doctorante, je travaillais dans la tech, où j'ai fait mes premières actions dans ce sens-là, parce que c'est dans la tech que j'ai découvert que j'étais une femme et que j'ai découvert le sexisme associé. Je m'en étais pas rendu compte avant. Et donc, j'étais assez engagée pour aider à féminiser et à améliorer les conditions de travail des femmes dans ces métiers-là. Je suis aussi animatrice de la fresque du sexisme. Si vous connaissez la fresque du climat, c'est un atelier qui est un peu similaire, où pendant 3 heures, on essaye de détricoter la mécanique sexiste et d'ouvrir un espace de parole pour que les gens, alors c'est mieux de le faire dans un cadre mixte, mais puissent échanger sur ces sujets. Et souvent, il y a des prises de conscience des deux côtés qui sont très intéressantes. Et ce que je trouvais intéressant avec le projet de cette journée, c'était vraiment l'idée de base de aussi faire comprendre comment, en omettant les femmes de certaines disciplines, on passe à côté de tout un pan qui peut être extrêmement intéressant, extrêmement prometteur, ou avec des enjeux énormes comme en santé. Et je suis très contente de cette journée parce que dans mon domaine, qui sont les statistiques appliquées à la mobilité, il y a eu plein de choses qui ont fait écho aujourd'hui, alors que je pensais que ce n'était pas forcément très relié, et qui me donnent envie par la suite de mieux mesurer les biais. Comme je suis statisticienne, j'ai une passion pour les biais. Et là, justement, j'en ai eu plein pendant cette journée, et ça me donne plein d'idées. La première conférence, celle de Rita Bensimega, justement, insistait sur le fait que quel que soit le domaine, y compris par exemple dans les matières qui vont être très fondamentales ou très éloignées d'un sujet humain, on peut avoir du mal à prendre en compte cette idée de genre. Et en fait, on a toujours un moyen de le prendre en compte, que ce soit à travers le langage, que ce soit à travers différentes actions. Et ça me donne énormément d'idées à creuser par la suite. Et j'espère que vous aussi. Bonjour, moi c'est Mathias, je suis doctorant en mathématiques ici où on a mangé. Et
Oui, j'ai rejoint le comité scientifique pour 2 raisons. Tous les deux sont un peu reliés aux mathématiques. La première, on peut dire que c'est parce que bon, moi, je fais de la recherche assez abstraite, c'est pas des stats un peu plus appliquées. Et du coup, parfois, il me manque un peu le contact avec la société. Je me rends compte qu'on habite dans une société qui est très injuste, qu'il y a plein de soucis autour de nous, notamment les inégalités hommes-femmes, au niveau aussi écologique. Et bon, parfois dans mon travail, je me sens un peu inutile parce que en fait, bon, je recherche des maths et pas forcément quelque chose de très utile à cette société. Et du coup, je sens parfois un peu le besoin de redescendre sur Terre, quoi, et faire des choses pour la société. Et du coup, ça m'a poussé à participer à cet événement. Et en plus, une autre fois les maths, parce que les maths, c'est un milieu assez dominé par les hommes, en France, mais pas que, en général dans l'Europe et peut-être dans le monde. Et ça aussi, c'est super dommage parce que moi, je me suis rendu compte très très tard, en fait, que moi, j'étais très avantagé par rapport aux femmes dans mon parcours mathématique parce que j'ai jamais dû montrer à quelqu'un que j'étais capable de faire des maths. Parce que étant un garçon, bon, c'est normal que j'étais capable de faire des maths. Et j'ai jamais dû, en tout cas, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a dit mais t'es vraiment sûr que tu veux faire des maths? Peut-être que la littérature serait mieux pour toi, ou qui a essayé de me décourager dans ça. Au contraire, tout le monde était supportif avec moi. Et je me suis rendu compte assez tard que ça, c'était pas le cas pour tout le monde, notamment avec des potes qui étaient doctorantes avec moi et avec lesquels on a pas mal discuté et qui m'ont ouvert un peu les yeux sur ça. Et du coup, j'ai dit, bah, ça peut être l'occasion, parce que c'est pas que dans les maths qu'il arrive ça. Et du coup, cette journée, ça peut être l'occasion que aussi des autres gens ouvrent un peu les yeux sur ça. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, notamment la dernière conférence sur l'architecture des villes. Aussi, c'est un truc que je ne pense pas, parce qu'en fait, c'est dessiné un peu pour moi. 1m85, non? C'est moi. Et du coup, je ne me rends vraiment pas compte qu'en fait, on habite parfois dans une société qui est faite exactement sur un autre taille, mais pas celle des autres. Et je pense que c'est très important de se rendre, d'être conscient de ça pour essayer de la rendre accessible à tous et toutes. Bon, et bonjour, moi c'est Priscilla pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Je suis doctorante en architecture à l'École nationale d'architecture de Bretagne, leur toute première doctorante en plus. Donc ça qui m'a motivée à participer, déjà c'est un engagement personnel, comme des collègues ont déjà parlé, surtout en étant femme et ayant passé par tous les défis qu'on peut passer dans notre société. Après, comme je vous avais dit ce matin, quelque chose de plus m'a commencé à me titiller à partir du moment que j'ai commencé à enseigner et avec la difficulté de montrer des exemples d'architecture qui étaient vraiment faites par les femmes, mais aussi pour des femmes, surtout pour mes étudiantes, parce que aussi c'est une profession qui se féminilise tous les jours, que ce soit l'architecture ou des métiers du bâtiment, dans des chantiers, etc. Et qui c'est aussi un environnement assez hostile, toujours pour les femmes. En plus, la recherche en architecture aussi, elle est assez récente, donc on ne pense pas forcément qu'on en pense en sciences, en architecture, en urbanisme, en aménagement. Par exemple, les doctorats en architecture existent depuis les débuts des années 2000. Donc là, c'est aussi un engagement personnel d'on peut diffuser la recherche en architecture. Et également, donc ça, c'est un sujet qui, même si n'était pas vraiment engagé du début dans mes recherches doctorales, par exemple, moi, j'étude les rôles de l'habitant sur l'architecture, notamment de logements collectifs. Et à travers de mes recherches et mes entretiens sur les terrains, je me suis rendu compte exactement du rôle essentiel que les femmes, surtout
ont dans cette domaine, dans ces sujets-là, leur place, et également comment il existe des questions comme Lisa a pu parler, qui sont essentielles pour la femme dans les logements, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance, de se sentir en sécurité, qui jamais apparaît, par exemple, sur les entretiens et les paroles des habitants, des usagers masculins. Donc, c'est tout un tas de choses qui commencent à revenir et à apparaître dans mon chemin qui fait que ce soit un sujet qui me vient chaque jour plus à cœur et chaque jour plus présent dans mon activité professionnelle, académique et dans ma vie personnelle également. Merci. Donc moi, je suis Nora Giffert-Broddick, je suis doctorante dans l'équipe Médicis du LTSI, dont fait partie aussi Christelle, du coup, voilà, à la fac de médecine. Donc, je travaille sur le traitement d'IRM cérébral en préopératoire pour la neurochirurgie. Alors, jusqu'ici, j'ai jamais demandé à connaître le sexe de mes sujets qui sont anonymisés. Je peux le voir vaguement à la forme des os de leur crâne, mais voilà. Mais en fait, l'intervention de ce matin me fait penser que peut-être qu'il faudrait que je vérifie si mon algorithme de segmentation automatique fonctionne aussi bien sur les hommes que sur les femmes. On ne sait jamais, même si je crois savoir que le cerveau n'est pas si différent, mais voilà. Et sinon, à titre personnel, je suis très engagée contre les violences faites aux femmes, voilà, qui n'est pas directement le sujet dont on traite aujourd'hui, mais c'est la racine de mon engagement féministe, et c'est ce qui fait que forcément, voilà, je m'intéresse à tout sujet féministe. Et ce qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est les inégalités hommes-femmes basées sur le sexe, en fait, basées sur le corps des femmes, en fait, et la fonction sexuelle des femmes, ce qui est, à mon sens, voilà, tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais ce qui est, à mon sens, la racine des inégalités, et d'où mon intérêt aussi, voilà, pour les questions médicales, la cardio, l'endométriose, mais j'ai également été très intéressée du coup parce que j'ai pu découvrir en fait des autres sujets. Et voilà, donc je remercie toutes les conférencières et tous les doctorants qui ont fait ce gros travail pour trouver des conférencières. Et voilà. Et vu que je suis la dernière à intervenir là pour l'instant, je remercie notre public pour toutes vos questions et votre attention. Et voilà, merci beaucoup. Beaucoup d'attention surtout parce que franchement, j'ai pas entendu un mot pendant que les gens parlaient et ça, c'était vraiment chouette. Voilà, merci. Moi, je suis Nicolette Tachou, je suis vice-présidente égalité de l'Université de Rennes et je suis mathématicienne. Donc là, il y a une quantité de mathématiciens et mathématiciennes hors de statistiques. Et donc, ça démontre aussi vraiment un souhait des personnes qui font des sciences, aussi dans des sciences assez dures, vraiment d'avoir un accroche sur la réalité, sur la sociologie qui nous intéresse vraiment beaucoup. Hein. Je pense que c'est vraiment un souhait de nous toutes et tous. Ce que je voulais dire, donc, bon, moi j'ai une mission sur l'égalité et contre les discriminations. Donc, premier message, donc, vraiment, si vous avez n'importe quel souhait, même vous voulez me contacter, n'hésitez pas, parce qu'il y a des choses... D'abord, j'adore, j'aime beaucoup parler et essayer de résoudre certains problèmes qui se posent dans cette université, ailleurs aussi, mais j'ai beaucoup moins de possibilités. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, aujourd'hui à midi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit quels sont les souhaits de l'université par rapport au langage inclusif. C'est pas complètement positif, mais ce que je remarque, c'est que j'ai beaucoup plus de gens qui me disent que le langage inclusif que nous utilisons ne va pas,
plutôt que des gens qui nous demandent un langage inclusif. Donc, de ça, je sors une demande. Ceux qui veulent avoir de l'égalité, il faut qu'ils parlent. Il ne faut pas seulement écouter tous ceux qui ne le veulent pas. Il faut que les gens qui veulent trouver des places d'égalité le demandent et qu'ils se fassent écouter. Donc ça, c'est un premier message, j'espère que ça sera écouté par vous toutes et tous. Et la deuxième chose, c'est que je voulais dire que vraiment, je n'étais presque pas à toutes les réunions, mais j'ai vraiment aimé beaucoup travailler avec vous toutes et tous. Et que donc on avait organisé la même chose il y a l'année dernière, et que vraiment on apprend énormément de choses. On apprend énormément de choses, et du travail des doctorants et des doctorantes, et aussi de tout ce qu'on a écouté dans les conférences. Moi, j'ai connaissé. Donc, c'est très intéressant, non seulement parce qu'on réfléchit à des thèmes qui ne sont pas les nôtres, mais aussi parce qu'on voit et on perçoit des possibles solutions, des choses à mettre en place. Et c'est tout ce travail est important parce qu'il faut écouter les possibilités, donc les possibilités, les problèmes, et donc il faut rester ouvert et ouverte à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc j'espère que ça va. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à rajouter à tout ce qui a été dit. Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est quand même, ça fait 3 ans de suite qu'on a fait un peu la même démarche. Donc, comme on vous l'a dit, la première fois, ça a été très décentralisé. Donc, il y a eu plusieurs conférences sur plusieurs sujets, mais finalement, à part Nicoletta et moi, qui allions de gauche et à droite pour écouter les événements, finalement, les gens n'ont pas entendu autre chose que ce qui était déjà dans leur propre discipline, à cause de cette construction décentralisée à laquelle on avait pensé. Donc, l'an dernier, on avait voulu construire une journée comme celle-ci, et elle était, on peut dire, bien réussie, mais avec le fait que, grâce ou à cause de la grève des trains, on a eu simplement une conférencière, c'est ça, sur 5 qui a pu venir, et tous les autres étaient à distance. Donc c'est vrai que ça a créé une ambiance quand même très très différente au niveau de la journée. Donc pour moi, la journée d'aujourd'hui, c'est un peu le rêve, je pense, qu'on avait quand on a commencé il y a 3 ans. Donc moi, je suis extrêmement contente. Donc moi-même, je suis aussi mathématicienne, donc j'ai plus de responsabilités parce que je suis professeur émérite depuis plus de 10 ans, donc j'ai des responsabilités plutôt dans le monde associatif, dans le monde des sociétés savantes comme l'Union mathématique internationale, etc. Et je trouve que donner des responsabilités à des jeunes, qu'on a pu faire avec la création de ce comité scientifique, c'est vraiment quelque chose de très motivant et puis de très enrichissant aussi, quoi. Donc voilà, donc je suis vraiment enchantée, et je pense qu'il y a peut-être des gens dans la salle aussi qui voudraient nous donner leurs sentiments. Donc dans ce cas-là, on va vous passer le micro. Je me permets de faire une dernière observation, si tu veux passer les micros. Je me permets de parler en nom des autres doctorants du comité scientifique pour remercier également Marie-Françoise, Nicoletta et Joanna pour l'organisation, mais aussi d'avoir formé ces groupes et pour votre bienveillance, votre patience et vraiment de nous avoir traités avec égalité et respect. C'était vraiment une expérience très formatrice et qui, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu avoir l'opportunité de vivre avec vous. Donc, je vous remercie. Oui, donc merci beaucoup pour la journée. Donc, je vais revenir sur... Enfin, ce que je vais dire rejoint un peu l'avis de Mathia, c'est-à-dire que moi, je suis venu aujourd'hui principalement par curiosité. Je dirais que je n'ai pas d'engagement spécifique, comme vous avez pu le mentionner, mais c'est une question qui est importante, et je trouvais intéressant de participer. Et j'ai trouvé ça très bien aujourd'hui d'avoir plusieurs aspects sur différents points, que ce soit au niveau de l'écriture inclusive, de l'importance du langage, que ce soit au niveau de la conception d'une ville, donc de la façon dont on vit ensemble,
Donc toutes ces notions différentes qui rejoignent ce sujet de la notion de genre, la notion de vivre avec l'autre, c'est-à-dire avec ses différences, et pas oublier justement les différences entre hommes et femmes. Donc vraiment, je trouve que toute la journée était très bien pensée autour de ça, et que la formule avec aujourd'hui 4 interventions, et puis les temps de questions-réponses entre, je trouve que c'était vraiment très fluide, c'était vraiment très agréable de participer. Donc encore merci. Il y aurait d'autres interventions? Moi, je voudrais revenir sur ce qu'avait dit. Ah, j'ai oublié. C'est vrai que là, sur ce qu'il y avait sur l'urbanisme, l'histoire des toilettes dans l'espace public, c'est vraiment un problème. Et à Rennes, en ce moment, il y a plusieurs toilettes publiques qui sont fermées. Et c'est vraiment un truc qui est en train de se normaliser, quoi. Dans les derniers mois, là, avec la fermeture du métro, ils ont aussi fermé 3 toilettes publiques dans le centre de Rennes. Et dans les parcs autour de Rennes, c'est pareil. Ils ont même enlevé certains endroits où il y a des toilettes publiques, ou alors c'est fermé le week-end ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est problématique à chaque fois, parce que bon, quand je suis seul, déjà c'est gênant, parce qu'il n'y a pas de point d'eau, pas de toilette publique, mais quand je suis avec des femmes, c'est encore plus gênant, parce qu'à la limite, moi je peux toujours aller me cacher dans un buisson, et c'est vrai que c'est pour moi un point, quand ça a été soulevé tout à l'heure, c'est vraiment super important, et j'ai vraiment l'impression que c'est un truc sur lequel il faut vraiment agir, et c'est assez choquant qu'en fait il n'y ait pas tant de militantisme sur les chiottes, quoi. Peut-être parce que peut-être par tabou, ou je sais pas, mais c'est vraiment important qu'on prenne conscience de ça, quoi, que c'est vraiment des toilettes pour tous, quoi. Voilà, c'est tout. Notamment aussi pour les personnes sans domicile fixe, du coup, qui se retrouvent sans moyen d'être propres, en fait. Après, on va leur reprocher finalement d'être pas propres, mais alors s'ils n'ont pas accès à des sanitaires, comment voulez-vous qu'ils fassent, quoi? Pardon. Donc, j'ai rebondi sur ça qu'Elisa a insisté, qui en fait, la ville des femmes, c'est une ville plus accessible et qui donne à tous un petit plus de dignité. Mais aussi, je pense que c'est aussi les buts de ces genres de journées, c'est de vraiment, parfois ça, c'est des sujets qui peuvent passer inaperçus, mais qu'il faut vraiment parler pour qu'on se rende compte jusqu'où va les problèmes liés au genre dans la vie quotidienne, quoi. Je sais pas si. Oui, moi je voulais remercier aussi Guillaume et Mathieu qu'on voit pas, mais qui sont à la réalisation technique de cette journée et qui permettent notamment aux personnes qui sont à distance, parce qu'il y a une 40aine de personnes qui nous suivent à distance et qui ont témoigné aussi de la qualité du son, de l'image, et ils ont pu participer au même titre que les personnes dans la salle. Donc merci beaucoup à vous. Merci, merci vraiment.